Bonjour, je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la 3e saison d'Un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bousculés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi édifiés et enrichis par ces récits livrés le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre Isor Armanet. En 2018, quand elle s'apprête à accueillir avec son mari leur premier enfant, elle imagine une maternité parfaite et idéale, une connexion innée avec son enfant des premiers mois de rêve. Alors quand la dépression postpartum lui tombe dessus, quand les ténèbres les plus noires accablent son âme, elle vit une profonde remise en question de tout son être. Cette épreuve, elle la revit à la naissance de son deuxième enfant, et si ces épisodes l'ont ébranlée au point de lui avoir fait toucher du doigt les ravins de la mort, elles l'ont aussi totalement transformée en mieux. Bonjour Isor. Bonjour Marie. Alors merci d'avoir fait le déplacement depuis Toulon pour ce témoignage. Je suis ravie de vous rencontrer en vrai. Moi aussi. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez me présenter l'objet qui représente à vos yeux symboliquement votre histoire, s'il vous plaît ? Alors aujourd'hui, j'ai rapporté avec moi une pomme. On a eu une mangue récemment, maintenant une pomme. C'est ça. Et pourquoi cette pomme ? J'ai été hospitalisée et donc 2 fois après la naissance de mes enfants. Et j'ai dans une unité mère-bébé dont le nom était la pomme. Voilà. Donc c'est très significatif de cette époque. Alors vous allez nous raconter ça. Vous évoquez une hospitalisation. Au départ, tout allait bien parce que l'histoire que vous allez nous raconter débute en 2017. Oui. À cette époque, vous êtes mariée depuis peu à un militaire, Tanguy, qui est marin. Vous habitez à Toulon. Oui. Et vous êtes enceinte. Donc voilà, vous attendez votre premier enfant. Oui. Donc tout va bien, tout se déroule comme prévu. Exactement. Comment se passe votre grossesse, La grossesse se passe très bien. Donc le mariage, la vie de couple, on a profité de nos temps à 2. Et puis ensuite, on a senti l'un et l'autre qu'on était prêts à accueillir un enfant. On a eu beaucoup de chance parce que je suis tombée assez rapidement enceinte. Et la grossesse se passe bien, vraiment, je suis en forme physiquement, j'ai pas du tout pas de nausées, pas de... Vous aviez hâte d'être maman ? Oui. Vous imaginiez être quel genre de maman ? Moi, j'imaginais que je serais un peu la maman parfaite, la perfection. Je pense que j'ai vraiment... grandi en me disant je serai la maman parfaite. Je pense que j'ai un rapport à la maternité un peu blessé, moi, avec mon propre rapport avec ma maman. Et donc, du coup, j'ai imaginé beaucoup de choses que je ferais ou que je ne ferais pas. Une idée qui était vraiment ancrée dans ma tête de petite fille et qui est quand même restée jusqu'à cette première naissance. Et alors, au cours de cette grossesse, je crois que c'est là que vous déménagez. Oui. Exactement. C'était un peu la mauvaise nouvelle de la grossesse parce que mon mari, du coup, a été muté en Martinique. Ah oui, en Martinique. Pas et moi, non, et j'étais pas hyper excitée par l'idée. Pourquoi ? Ça faisait 1 an qu'on était arrivés à Toulon. Ah oui. Et j'étais vraiment heureuse d'habiter à Toulon. Je me sentais chez moi. Et de nature, je suis quand même plutôt casanière. Et pas très aventurière, je pense. Et du coup... Faut pas épouser un marin pour ça. C'est ça. Et lui, en plus, c'est l'inverse. C'est un aventurier, vraiment. C'est vrai. C'est drôle. Là-dessus, on s'est pas trop trouvés. Donc ça, c'était le petit truc de... ça veut dire que je vais accoucher loin de ma famille, loin de mes amis, dans un univers inconnu. Ouais. C'était pas mon premier choix, en tout cas. Et du coup, vous déménagez quand alors ? On déménage en juillet
Et moi, mon terme, c'était mi-septembre. D'accord. Donc la chance qu'on a eue, c'est que Tanguy il a eu 3 ou 4 semaines de vacances en arrivant. Donc là, du coup, on a eu le temps de s'installer, de visiter, de découvrir la Martinique, de faire un second voyage de noces, entre guillemets, parce que la Martinique, c'est une belle île. Donc vous aviez un peu digéré ce déménagement, vous étiez prête Oui, dans l'idée, oui. Je D'accord. me disais, bon, de toute façon, c'est comme ça. J'aurais dû dire les choses, en fait, je me suis un peu dit, c'est de ma faute, j'aurais dû dire les choses beaucoup plus clairement. En lui disant que non, en fait, je ne voulais pas. On refait pas l'histoire, malheureusement, au moment, voilà, c'était comme ça. Et du coup, arrive le grand jour. Comment se passe le jour de la naissance? Alors, déjà, Tanguy est là, donc ça, c'est quand même génial. Et j'ai vraiment un sentiment d'avoir formé une équipe avec lui. Il me tenait les mains, il m'aidait à respirer. C'est hyper important, ouais. J'en garde un super bon souvenir. Ouais, un cadre sur lequel vous appuyez. Ouais, exactement. Et puis, du coup, alors, le bébé arrive. Vous saviez que c'était une petite fille ou un petit garçon? Vous saviez pas? C'était la surprise. Non, on savait pas. Ah. Ouais. C'était la surprise. Et là, donc, la naissance se passe très bien. Enfin, rien à redire. Et là, ils nous annoncent que c'est une petite fille. Moi, j'étais persuadée que c'était un garçon. C'est vrai? Ouais, je sais pas pourquoi. Du coup, j'étais hyper surprise, mais trop contente. Ah. Et là, vraiment, un état un peu de sidération. Je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est tellement étrange, en fait, comme sensation, ce petit bébé qui est là sur mon ventre. J'ai pas la vague d'amour dont pas mal de mamans parlent. Moi, j'ai en fait pas d'émotion. Je suis un peu sous... c'est trop gros, là, ce qui se passe, en fait. Donc, je me rappelle vraiment d'un état d'irréalité, en fait. Oui. Mais ceci dit, je suis hyper attendrie. Puis, je suis très attendrie de l'avoir dans les bras de Tanguy, qui est fière comme pas possible. Et voilà, les premières 24 heures se passent bien. Enfin, rien à signaler. Si ce n'est que... j'ai du mal à la mettre au sein. Et vous vouliez l'allaiter? Oui, j'avais très, très envie de l'allaiter. Okay. Et vraiment, c'était compliqué de la mettre au sein. J'ai l'impression qu'elle ne prenait pas bien, je ne trouvais pas la bonne position. Ouais. Et alors là, déjà, il y a la première case à cocher de la mère parfaite qui n'était pas cochée, quoi. Vous n'arrivez pas. Oui. Non, j'y arrive pas. Et là, j'ai vraiment eu une sensation de je vais jamais y arriver, en fait. Je vais pas y arriver. Et à partir de là, ça y est, ça a commencé à... C'est vraiment 24 heures après la naissance. C'était parti, quoi. Il y a le baby blues le 3e jour, donc c'est normal d'avoir ces sentiments de je vais pas y arriver. Enfin, c'est des sentiments qui traversent toute jeune mère. Chez vous, c'est beaucoup plus fort? Au début, je me suis dit c'est normal, mais moi un des premiers symptômes que j'ai, c'est que j'ai fait des énormes insomnies. Et la première nuit en fait que j'ai vraiment passée, j'ai pas réussi à dormir. J'étais très très stressée, très angoissée. J'avais comme si mon cerveau était en état d'alerte. Oui, c'est ça. Hypervigilance. Hypervigilance, exactement. Ouais. Et en fait, tous les gens à qui j'en parlais, mes amis, me disaient « c'est normal, c'est un tout petit bébé, tonton, t'inquiète pas, ça va passer ». Au début, moi, je me dis « c'est normal ». Mais c'est quand même fort. C'est vraiment des très grandes angoisses et j'angoisse de tout. D'accord, c'est l'angoisse qui vous empêche de dormir. L'angoisse, oui. D'accord. J'angoisse de mal faire. J'ai le côté vraiment... presque médical du soin, de lui nettoyer les yeux, lui nettoyer le nez. Tout, je me dis, il faut que je fasse parfaitement. Donc j'ai très peur de mal faire. J'appelle tout le temps les sages-femmes. Un médecin qui me dit, vous faites les choses très bien, faites-vous confiance, vous inquiétez pas, vous allez rentrer chez vous. Mais ceci dit, il me dit, je pleurais beaucoup. Une fontaine. Ouais. Et il me dit, voilà, on vous trouve quand même pas très en forme. Et il me fait une ordonnance pour aller voir une psychologue. D'accord. Donc moi, je dis, je prends tout ce que je peux prendre. Parce que je me disais, si je peux aller mieux, voilà. D'accord, vous vous rendez compte de votre état? Je me rends compte qu'il y a un petit truc qui est quand même pas très ordonné. D'accord, donc vous rentrez chez vous et comment ça se passe? Parce que alors du coup, vous êtes en Martinique, il n'y a pas de famille, pas d'amis qui peut... Du coup, vous aidez parce que donc à la maternité, vous avez des médecins, etc.
Et quand vous êtes chez vous, comment ça se passe ? Et quand je suis chez moi, je suis très 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 angoissée et là les autres symptômes en fait de la dépression postpartum s'accumulent. J'ai une énorme perte d'appétit. Je perds beaucoup de kilos très très vite. Ah oui. Je pense que vraiment il y a une angoisse. Je sais pas si c'est vraiment physique, mais moi c'est comme ça que je l'imagine, comme un espèce d'énorme nœud, d'une puissance négative qui du coup bouffe toute mon énergie. Une espèce de trou noir qui absorbe. Oui, donc ce que je mange, il y a vraiment quelque chose oui, c'est mystérieux. Et je suis très angoissée à l'idée d'être toute seule avec ma fille. Donc au début, Tanguy est là, mais ça me rassure énormément qu'il soit là. Et j'ai vraiment peur de mal faire. Ça, c'est le grand truc. Et je n'arrête pas de regarder des trucs sur Internet. Elle a 37,8, est-ce que c'est grave ? Elle a, j'en sais rien, le nombril un peu marron, tous les trucs possibles. Et je vais regarder, je vais vérifier que c'est OK. J'ai qu'un désir, c'est qu'elle dorme. Et en même temps, quand elle dort, je suis hyper stressée. Donc je vais aller vérifier qu'elle respire, je vais vérifier qu'elle est bien installée. Et en même temps, quand je l'ai dans mes bras pour la nourrir, comme en fait c'est long l'allaitement, elle met vachement de temps à téter. Vous continuez à vouloir l'allaiter. Je lâche pas le truc pour le moment. Ceci dit, c'est vraiment la plaie. C'est compliqué. Et en plus de ça, je suis quand même un petit peu oppressée par ce côté dépendant de moi, du coup. Et c'est très ambivalent, cette envie de la poser et de respirer. Et en même temps, je ne peux pas la décoller parce que dès qu'elle est posée, dès qu'elle dort, je vais toujours voir si tout va bien. Ouais. Et là, en fait, la grande angoisse qui explose, c'est que Tanguy doit partir en mission pour 3 mois. Et je me dis, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver sans lui. Et donc, je fais des énormes crises d'angoisse. Vraiment, je le réveille la nuit. En lui disant, je ne vais pas y arriver, Tanguy, je ne vais pas y arriver. Et donc, on se dit, il y a quand même un truc qui ne va pas. Ouais. Donc, je vais voir la psychologue que m'avait conseillé le médecin de la clinique. Et elle me dit, non, vous n'êtes pas dans la sphère de la dépression, c'est normal, c'est un premier, c'est très bouleversant, vraiment, vous inquiétez pas. Donc, moi, j'étais hyper contente parce que j'avais pas du tout envie d'entendre parler de dépression. Donc je me dis, bon, c'est pas ça. Et on en parle aussi à 2 médecins. Donc il y a des médecins sur les bateaux. Le médecin du bateau de Tanguy, et qui nous dit la même chose, qui nous dit c'est normal, vraiment, mais nous aussi, quand on a eu nos enfants, au début c'était dur, mais vous inquiétez pas, ça va se rééquilibrer. Personne ne se rend compte de votre état. En fait, je pense que les gens, ils associent la dépression postpartum au rejet de l'enfant. Le fait de pas avoir envie de le toucher, de le regarder. Et en fait, moi, j'étais quasi dans l'état inverse où... De la fusion. De la fusion et du soin extrêmement bien fait. Et de fait, j'étais hyper attendrie. Enfin, j'avais pas envie de la rejeter, quoi. Je me sentais oppressée, mais j'étais pas... C'était une ambivalence puissance 10 000, quoi. C'est ça. Ouais. Et donc quand même, quand le départ de Tanguy approche, lui et moi, on se rend compte que bon, ça va quand même pas trop. Du coup, on se dit, faut que je sois aidée par de la famille. J'en parle à ma maman, qui n'était pas dispo tout de suite. Donc, entraide familiale. J'ai un oncle et une tante qui ont 70 ans, qui viennent une semaine, ils prennent direct l'avion et ils viennent m'aider. 70 ans, ils sont trop gentils. Vraiment adorables. Et ils viennent m'aider en attendant que ma mère arrive, justement. Ils prennent le relais. Tanguy part. Mon oncle et ma tante sont arrivés le jour du départ de Tanguy. Et je me retrouve, je ne suis jamais seule avec Eleanor. Et en fait, là, c'est vraiment... des hauts et des bas, des fluctuations d'humeur, donc des jours où je me dis ça va le faire, je vais y arriver, et puis d'autres moments d'intense angoisse, avec vraiment, une incapacité à faire les choses. Ça, c'est vraiment, je crois quand même, un des symptômes de la dépression, même en règle générale, l'incapacité à faire des choses, et je n'ai pas de désir. Donc je n'ai pas faim, c'est ça. Du tout. Pas faim du tout, alors que je suis assez gourmande quand même. Je n'ai pas envie de lire, j'ai pas envie d'écouter de la musique, j'ai même pas envie de regarder des films. Et ensuite, donc eux, ils sont repartis. Donc c'est ma maman qui arrive, qui prend le relais. Et elle, je pense qu'elle doit me voir, et je suis quand même pas dans un très bon état physique. Parce que j'ai beaucoup maigri, et je pense que j'ai vraiment des cernes jusqu'en bas des joues. Ouais.
Et en fait, je pense que quand ma mère arrive, je dois un petit peu plus me relâcher et je fais beaucoup de crises d'angoisse. Et en fait, c'est elle qui me dit « Ah, quand même, je suis un petit peu inquiète, je pense que tu fais une dépression. » Et là, je me bouche les oreilles et je me dis « Non, pas du tout. » Vraiment, je me rappelle de cette scène où je pense que je bondis en lui disant « Mais non, je fais pas une dépression. » Donc, elle a lancé le sujet une fois. Après, on n'a plus reparlé parce que je pense qu'elle a vu dans quel état ça me mettait. Elle s'est dit « Bon, on va plus du tout en reparler. » Et en revanche, elle me dit, écoute Isidore, tu peux pas rester en Martinique 3 toute mois seule. comme ça. C'est ça. Ouais. Rentre avec moi, on va à Paris. Donc c'est ce qu'on choisit de faire. On rentre à Paris. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, je me disais, je vais pas bien parce que Tanguy part. Après, une fois que Tanguy était parti, je me disais, je vais pas bien parce que je suis en Martinique. Ouais. Et puis après, je me disais, bon, quand je vais arriver en métropole, à Paris, tout sera changé. Ça ira mieux. Ouais. Puis en fait, là, j'arrive à Paris. Et ça va pas mieux, en fait. Ça va pas mieux? Non. Mais d'où viennent, du coup, toute cette angoisse? Je pense qu'il y a mon caractère, donc cette espèce d'idée que j'avais de perfection, de cocher des cases, de garder la maîtrise. Avec un nourrisson, en fait, on ne garde pas la maîtrise du tout, parce qu'on ne peut pas prévoir quand est-ce qu'il dort, quand est-ce qu'il va manger, que moi, je n'arrive pas à lire les émotions d'Éléonore. Je ne comprends pas quand elle pleure. Moi, je pensais que la connexion, elle serait vraiment instantanée, qu'elle ferait un petit gémissement. Je me dirais, il faut que je lui change la couche, qu'on serait connectés, vraiment. Et à Paris, alors que ça va pas mieux, du coup? Non, ça va pas mieux. Vous dormez toujours pas? Non, je dors toujours pas. J'ai toujours pas du tout d'appétit. Et en fait, mes parents sont divorcés. Donc, maman a un compagnon qui est médecin. D'accord. Et en fait, un jour, il y a une nuit où j'ai une très très forte crise d'angoisse, vraiment très forte, où je vois une image mentale. Je me vois en train de... C'est pas très joyeux. Mais ceci dit, c'est dans l'ordre des choses de la dépression postpartum, entre guillemets. Je me vois prendre un coussin et le mettre sur la tête d'Éléonore. C'est comme une photographie mentale, un peu. Et là, panique, vraiment, panique. Et il devait être 3-4 heures du matin. Et je me dis, mais je suis folle, en fait. Je suis folle. Je vais faire du mal à mon enfant. Et je pars dans un espèce de délire de il faut que je parte. Donc je m'imagine confier mon enfant à quelqu'un de ma famille, faire mes valises, tirer beaucoup d'argent en liquide et fuir, en fait, vraiment, en me disant mais c'est pas possible, en fait, je peux pas gérer cette espèce de folie. Ça va très très loin, oui. Et ceci dit, j'ai quand même un petit... Je me dis, tout d'un coup, la raison rejaillit et je me dis, faut que j'en parle, en fait. Et je vais réveiller ma mère et je lui dis. Je lui dis ce que j'ai pensé, je lui dis que j'ai envie de partir. Et donc là, elle me dit, elle essaie de me calmer. Et en fait, je pense qu'elle en parle à son compagnon. Et lui, le lendemain, il vient me voir et il me dit, je sais que je suis pas ton père, mais là, je te parle comme médecin. Ça fait 3 semaines que tu es ici. Ton état n'a pas évolué. Tu étais toujours vraiment dans un très mauvais état. Tu fais une dépression. Et maintenant, tu vas aller tu vas aller voir un médecin et tu vas prendre des antidépresseurs et tu vas voir, ça va aller mieux. Et là, en fait, je lâche prise. Je savais depuis longtemps qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, vraiment, je me dis, en fait, oui. Et je pleure, mais des litres de larmes en disant, il a raison, je pleure. Et là, alors, c'était à la fois le début de quelque chose de positif parce que j'allais me faire aider. Donc ça, c'est très positif. Et en même temps, c'était un peu le début de l'enfer. Pourquoi ? Parce que du coup, vous allez voir un médecin ? Du coup, on va aux urgences psychiatriques. D'accord. Et on avait un peu réfléchi où est-ce qu'il fallait aller. Et comme Tanguy était en mer, on s'était dit il faut aller dans un hôpital militaire. On imaginait que la connexion serait plus facile en fait avec le bateau. D'accord. Et on va donc à Bégin, qui est un hôpital militaire. Et voilà. Et je me vois donc maman m'accompagne, je suis avec Éléonore. Et moi, je me dis, je vais raconter toutes les choses. Et on va me dire, vous allez pas bien. Tenez, voilà des antidépresseurs. Oui, et rentrez chez vous. Et ça ira mieux. Et ça ira mieux. Et puis avec voilà. les médicaments. Ouais. Et en fait, donc je raconte toutes les émotions par lesquelles je suis passée, pleurant énormément. Et puis là, le médecin me dit, on va vous garder avec nous. Ah oui. Vous rentrez pas en fait. Hospitalisation presque forcée. Alors au début je dis mais quoi ?
mais comment je fais avec ma fille en fait. C'est ça. Il y a Eleanor dans l'histoire. Et elle me dit non, moi je vous laisse pas sortir dans cet état en fait. Vous vous débrouillez avec votre maman, vous faites vous allez faire marcher le réseau familial, mais je vous laisse pas partir. Donc vous êtes hospitalisée à Bégin en unité psychiatrique. En unité psychiatrique. Et c'est l'effondrement, vraiment la catastrophe. Je m'attendais pas du tout à ça, pas du tout. C'est hyper dur. Je suis séparée donc du coup d'Eleanor. Je suis dans un état mais de panique intense. Je me dis, je ne veux pas que Tanguy le sache. Je suis terrorisée à l'idée qu'il l'apprenne. Vous aviez peur de quoi ? J'avais peur qu'il me quitte. Ah, carrément. Vraiment. Je pense que ça, c'est aussi la dépression, donc les idées très noires. Tout est aggravé. Mais lui vient d'une famille quand même très équilibrée. Les émotions sont très équilibrées, en fait. Et la psychologie, c'est en tout cas lui, c'est pas trop son truc, quoi. Oui. Et justement, vous aviez pu lui en parler de tout ça avant, là, ces 3 semaines. Vous aviez un lien quand même avec lui dans son bateau. Oui. On s'appelait et on s'envoyait des mails. Moi, je lui ai caché beaucoup de choses, justement. D'accord. J'ai menti, en fait. J'avais tellement peur, en fait, qu'il me quitte, que du coup, le jour où j'étais hospitalisée, ma belle-mère m'appelle, prendre mes nouvelles, me dit je suis désolée, et elle me dit faut que tu le dises à Tanguy, et je lui dis je peux pas lui dire. À votre mari. Ouais. Et elle me dit quand même c'est ton mari, et je lui dis non vraiment je peux pas, et je lui dis faites-le si vous voulez, mais moi non, c'est pas moi qui lui ai dit du coup. Et puis c'est vrai qu'il y a tellement ce mythe de la mère qui est connectée effectivement à son enfant, de la maternité heureuse. Vous deviez vous sentir tellement en décalage avec ce mythe et complètement. Culpabiliser tellement fort. Tout mon château de cartes s'effondre, vraiment. J'ai vraiment un sentiment de dépossédé de ma vie. Il y a vraiment un truc de qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, et j'ai honte, mais qu'est-ce que j'ai honte. Au début, je veux que vraiment, je dis il y a ma famille proche qui est au courant, donc mes parents, mes beaux-parents, mes beaux-frères et mes belles-sœurs, et puis mes frères et sœurs. Mais sinon, c'est hors de question. Même mes très proches amis, je leur ai pas dit tout de suite. J'ai mis 4-5 jours à leur dire, en fait, que j'étais hospitalisée. On vous explique, on vous dit pourquoi de quoi vous souffrez, non ? Ça, c'est vraiment la chose que j'ai trouvée le plus difficile. On m'expliquait pas ce que j'avais. Mais oui. Ça, c'était vraiment dur. Les médecins me disaient on n'aime pas les diagnostics. Et je pense qu'en fait, eux-mêmes, dans un hôpital militaire, ils n'étaient pas trop habitués. Vous n'étiez pas du tout au bon endroit. En fait, j'étais pas du tout au bon endroit. Eux, c'est les stress post-traumatiques. Enfin, c'est ce type de choses, en fait. C'est pas du tout... c'est pas du tout la dépression postpartum. Donc, à la fois, j'étais pas au bon endroit, et en même temps, il y a eu plusieurs choses positives. C'est que du coup, ils ont été en contact direct avec le bateau de Tanguy. D'accord. Et que moi, il y avait quand même beaucoup de choses que je lui cachais à Tanguy. Et en fait, le médecin du bateau, le fameux qui nous avait dit « Ne vous inquiétez pas, ça va passer », lui, il avait accès à toutes mes infos, tout ce que j'avais et tout. D'accord. Et grâce à la connexion, en fait, entre l'hôpital militaire et le bateau. Et c'est lui qui a dit à Tanguy « Peut-être qu'il faut que tu rentres ». D'accord. Sinon, moi, je n'aurais pas demandé à Tanguy, je pense, qu'il rentre. Parce que j'avais trop peur que ça mette en péril sa carrière. Déjà, j'avais l'impression que j'étais un énorme boulet. Alors là, en plus, je me disais, c'est la totale. Il est rentré, du coup ? Il est rentré. À la fin de Bégin. Parce qu'après, il y a la fameuse pomme. Ah oui, d'accord. Et il y avait d'autres lumières, vous disiez ? Oui, et alors les autres lumières, c'était mes compagnons de galère, entre guillemets, qui étaient pour la plupart des militaires. Donc justement, qui étaient là parce qu'ils étaient très stressés, ils avaient des traumas, avaient en fait. Un vrai stress traumatique pour le coup. Et en fait, j'ai vraiment... je suis sortie de ma chambre et puis j'ai rencontré d'autres gens, d'autres vies. C'est marrant parce que Tanguy est officier et là, la plupart des gens qui étaient là, c'était des gens du rang, si je ne me trompe pas de terme. Je ne connais pas du tout le militaire, le vocabulaire militaire. Et c'était drôle parce que je découvrais le monde de l'autre côté, en fait, d'accord. des officiers. Et je me rappelle d'un jour, c'était très marrant. On jouait au poker, on faisait des Scrabble. C'est vrai ? Parce que les journées sont quand même très longues, en fait. Oui. Il y a pas... c'est vraiment...
c'est assez mystérieux. Ouais. Et comme en plus, j'avais pas envie ni de regarder des films, j'avais envie de rien, je restais avec les autres. Et je me rappelle, ils parlaient des officiers. Ça faisait au moins 15 jours que j'étais là. Et puis, je finis par leur dire, mais en fait, vous savez, moi, mon mari, il est officier. Et là, ils ont été trop sympas. Ils m'avaient dit, ah oui, non, mais ça, c'est parce que c'est dans la marine, c'est différent. Et je faisais quand même partie du groupe, même si j'étais une femme d'officier. Je m'étais dit, bon, bah, ça va, ils sont sympas, ils m'acceptent. Ouais, donc un soutien. Un vrai soutien. Et puis, j'ai une jeune fille, entre autres, qui s'appelle Aurore. J'ai gardé contact un peu avec elle, mais bon, là, ça fait longtemps. Mais je pense beaucoup, beaucoup à elle. Et c'était vraiment ma compagne d'angoisse, d'infortune. Ouais, d'infortune. Elle aussi, elle n'arrivait pas beaucoup à dormir. Donc, le matin, on se posait toujours la question, t'as réussi à dormir ? Non, et toi, non. Et alors, ce qui a sauvé mes journées, c'est que j'ai eu... ça, c'était une autre lumière aussi. C'est qu'il y a eu une entraide familiale qui s'est mise en place avec mes parents, mes beaux-parents et certains beaux-frères et amis et belles-sœurs qui se sont débrouillés pour pouvoir m'amener Éléonore tous les jours. D'accord. Du coup, je la voyais au moins une fois par jour. Ah, donc ça, c'était elle était toute petite. Elle avait quel âge? Elle avait 1 mois et demi. Elle était vraiment petite. Ouais. Encore nourrisson, quoi. Ah ouais, toute petite. Et au bout de 3 semaines et demie, est-ce que vous allez un peu mieux alors? Non. Toujours pas. J'ai vraiment... Non. Et en fait, ce qui m'a aussi sauvée, c'est que je pense que comme l'équipe de Bégin était assez démunie, ils se sont renseignés et ils m'ont dit, en fait, vous allez sortir un jour quand même, mais on va pas vous faire sortir directement dans le monde des vivants. Vous allez devoir passer par une unité mère-bébé. Quelque chose d'enfin plus adapté. Voilà, quelque chose de plus adapté, exactement. Ouais. Mais alors, c'est marrant parce qu'au début, quand j'ai appris ça, je me suis dit, je vais être avec des cassos et tout. Puis après, je me suis dit, toi aussi, en fait, t'es un peu un cas. Donc, finalement, tu t'en es. Enfin, c'est pas grave. Et là, donc ça a été la première étape où j'ai eu un premier pas vers la guérison. Non, je pense que le premier pas vers la guérison, c'est juste d'avoir accepté, que j'allais pas bien. Et le deuxième, c'est d'avoir accepté d'aller consulter. Et donc ça, on va dire que c'est le 3e pas. Donc, ils m'ont parlé de cette unité mère-bébé, donc la pomme. Et la pomme a dit, on veut bien la rencontrer, mais on veut être sûr qu'elle correspond bien à ce qu'on soigne, en fait. Donc, on va lui faire passer un entretien, entre guillemets. Et donc, j'y suis allée avec Éléonore, puisqu'il voulait qu'Éléonore soit là. Et là, je vais donc à Rosa Parks, ici, là, à 2 pas d'ici. Vraiment, on enregistre. C'est trop drôle quand même. Et dans une toute petite unité, en fait, c'est donc une unité psychiatrique qui était rattachée et qui est d'ailleurs toujours rattachée à l'hôpital Bichat. D'accord. Mais eux, ils avaient vraiment leurs petits appartements un peu à l'écart, en fait. Et c'était vraiment quelque chose comme une crèche un peu d'enfants, avec plein de petites lumières. Et en fait, c'est donc une unité dans laquelle il y a 5 places pour 5 mamans, avec des petites chambres, un peu comme un pensionnat, en fait. D'accord. Et super là, adapté, quoi. Hyper adapté. Ouais. Et surtout, Bégin, c'est un truc énorme. C'est les vieilles lumières blanches crues, là, tout le truc de l'hôpital, en fait. Un peu cafard. Tous les matins, je devais me peser, la tension, le truc, le lit avec le drap. Très médicalisé. C'est ça. C'est horrible. Et là, j'arrive dans cette espèce avec plein de petites lumières, très chaleureux. Donc déjà, je me dis, pas mal. Et puis, je rencontre l'équipe, et puis je leur raconte tout. Et surtout, je leur raconte cette fameuse pensée que j'ai eue qui ne cessait de me torturer, en fait, en me disant, mais je me suis vue faire du mal. Et j'avais l'impression que à l'hôpital de Bégin, ils avaient été quand même assez impressionnés par ce que je leur avais dit. Et que j'avais l'impression, mais je ne sais pas si c'est juste ou pas, qu'ils essayaient de m'éloigner un peu d'Éléonore. Donc j'avais très très peur, en fait, de ce que je pouvais faire, de la maman que j'allais être. Et là, la médecin-chef, donc c'est une pédopsychiatre, me dit mais en fait, ce que vous me racontez, c'est vous faites une dépression postpartum. Ça s'appelle une dépression postpartum. Enfin, on vous dit. Exactement. Enfin, je sais ce que j'ai. Elle me dit mais vous savez, il y a 10% des femmes, 10 à 15% des femmes qui en font. Donc vous faites partie vous n'êtes pas folle, ce que je leur ai dit, mais je crois que je suis folle, en fait, vraiment. Et en fait, là, ce que vous m'avez raconté sur l'oreiller sur la tête de votre fille, ça s'appelle une phobie d'impulsion. C'est un des symptômes de la dépression postpartum. Et les mères ne passent jamais à l'action. En fait, c'est une alerte. C'est le cerveau qui a tellement peur de mal faire qu'il met juste en alerte en disant...
projette les peurs en fait. Oui. Et elle me disait, et en plus de ça, vous vous êtes sauvée entre guillemets toute seule parce que la phobie d'impulsion, souvent on l'était parce qu'on a honte. On a honte. Et elle m'avait dit, là, vous en avez parlé tout de suite, vous avez tué le truc direct en fait, dans l'œuf. Ça y est, c'était réglé en fait, le fait d'avoir posé des mots Vous devez dessus. être tellement rassurée. Et vraiment, j'ai senti un espèce. Déjà, elle était tellement positive. Elle m'avait dit, et ça fait combien de temps? Donc là, à ce moment-là, Eleanor, elle avait 2 mois et demi. Donc je dis, Eleanor, elle a 2 mois et demi. Puis elle m'avait fait, et vous avez tenu jusque-là. Et juste ça, un peu de positif en fait, finalement ce que vous faites, c'est pas si mal que ça. Et elle m'avait dit, dis donc, bravo, parce que vous avez traversé une sacrée tempête. Et j'ai vraiment senti un espèce de nœud. En fait, le fait de savoir que la phobie d'impulsion, c'était un terme scientifique, donc ça veut dire que ça existait, que c'était normal et surtout qu'on passait pas à l'acte. Ça, c'était vraiment la chose qui m'a rassurée, mais tout de suite. Et que des dépressions postpartum, il y avait d'autres femmes qui en faisaient. Même si je le savais, mais en fait 10%, et maintenant je crois qu'en plus les chiffres, ils ont un peu augmenté, on en parle plus. Je crois que j'ai entendu un chiffre supérieur, effectivement. Je dirais entre 20 et 30%. Oui, c'est ça, j'ai entendu ça. En fait, c'est quand même pas mal. Ouais. Et là, vraiment, je me suis dit, il y en a d'autres comme moi, en fait. Je suis pas folle. Et du coup, vous passez combien de temps alors dans cette unité mère-bébé ? Et là, du coup, donc, je suis arrivée donc, le 5 décembre, il y a 4 ans. Tout juste. Et je suis restée 2 mois. 2 mois. Donc c'est long quand même. Hein. Ouais, c'est long. Mais et vous aviez Eleanor ? Il y avait Eleanor. Déjà. Et là, vraiment, et Tanguy, qui est arrivé le 6 décembre. Qui a, en fait, la chance, plein de petites lumières comme ça. Son pacha, donc c'est le commandant. Je sais pas pourquoi on appelle ça un pacha, qui lui avait dit on n'est pas en guerre en fait, donc ta place est auprès de ta femme. Génial. Donc go. Et surtout lui, il avait 2 enfants, ce commandant, et sa femme avait fait des dépressions postpartum aussi. Donc en fait, il savait la providence. Oui, vraiment. Mais là, la providence était partout en fait. Vraiment un super commandant, hyper humain. Moi, je le remercie tellement d'avoir laissé partir Tanguy alors qu'il était en mission quand même. Donc, c'est pas non plus la chose la plus simple d'un point de vue pratique. Donc, Tanguy est arrivé. On a été ensemble pendant 1 mois. D'accord. Et il était là il était là tous les jours. Il venait tous les jours. Il dormait chez ses parents, mais il était là tous les jours. Il restait le plus tard possible. Ouais. Ça a dû vachement vous rapprocher. En fait, moi, j'ai eu un sentiment de soulagement dans le voyant arriver et en me disant bon, il m'a pas quitté, il est toujours là. Et la pédopsychiatre donc de la Pomme, je lui avais dit qu'il y avait plein de choses que j'avais cachées et elle m'avait dit ça va pas en fait. Vous le dites à votre mari. Vous allez prendre un moment tous les deux. Vous allez vous faire un bon chocolat chaud et vous allez tout lui dire. Et vous verrez, il sera toujours là. Et de fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, je lui ai dit les phobies d'impulsion. Je lui ai dit, j'ai eu une fois des pensées un peu morbides. Donc, je lui ai dit aussi. Et je pense que lui, en fait, c'est à ce moment-là où il a vraiment pris conscience aussi à quel point ça avait été grave. Oui, il ne pouvait pas se rendre compte. Non, d'autant plus que je lui cachais des choses. Oui, en plus. Oui. Donc, et là, ça a été vraiment... Moi, je me suis complètement reconnectée avec Eleanor. C'était... Déjà, en fait, je savais que je ne lui ferais pas de mal. Donc, déjà, c'était... Et puis, cette unité mère-bébé, c'est vraiment... Il y a donc des auxiliaires de puériculture, des infirmières, des pédopsychiatres. Et tout est fait pour que les mamans puissent se reposer, puissent se reconnecter avec leurs enfants. Et moi, j'avais vraiment besoin de gens qui me rassurent, qui me disent « Ce que vous faites, c'est bien ». Et donc, elles étaient là pour ça. Oh là là, dites donc ce que vous faites, Madame Armanet, c'est très bien. Oh, mais vous êtes bien avec votre petite fille. Et puis, des détails techniques de ce dont un bébé a besoin. Il a besoin d'être les petits nourrissons, ils ont besoin d'être très serrés, très enveloppés. Comment faire. Et en fait, c'était vraiment ce dont j'avais besoin, moi. Donc, j'en garde étonnamment quand même un bon souvenir, en fait. D'accord. Quelque chose de très chaleureux. Après, le Bégin, c'était quand même très dur. C'était très noir parce que personne ne m'expliquait ce que j'avais, que j'étais dans un état de panique et de me dire il faut peut-être que je me sépare de ma fille, peut-être que je suis un danger pour elle. Là, il y a eu 2 mois où la vie reprenait son cours. Ceci dit, c'était pas parfait parce que j'avais encore des petits hauts et des petits bas, des moments d'angoisse, des moments de... Mais j'en garde un bon souvenir, quand même. Donc, au bout de 2 mois, vous rentrez chez vous ?
Ça y est. C'est ça. On Vous rentre êtes, en Martinique. En Martinique. En Martinique, ouais. En fait, Tanguy, du coup, lui, il est resté tout le mois de décembre et après, il a quand même fallu qu'il rentre. Et après, moi, j'ai passé le mois de janvier toute seule, toujours à la pomme, mais sans Tanguy. Alors après, ça, c'est vraiment aussi les grandes joies que j'ai eues, c'est que j'ai eu un très, très fort soutien amical et familial. Des amis, ma sœur, qui sont venus me voir très régulièrement. Je pense que j'avais pas une journée sans avoir de la visite. Un grand lieu de ressourcement. Les amis. Et puis c'est vraiment ce que je me disais en fait, c'est que c'est la période où je me suis sentie la plus nulle au monde, vraiment, la plus nulle, inadaptée. Et ceci dit, je me suis sentie très fortement aimée. Et ça, c'est assez merveilleux quand même. D'accord. Et du coup, vous retournez en Martinique et là, c'est bon. Là, ça va beaucoup mieux. J'ai repris le sommeil, j'ai des nuits correctes, je mange, j'ai quand même, ça y est, j'ai de l'appétit, je regarde des films, j'écoute de la musique, voilà, les choses sont quand même beaucoup plus équilibrées. Je suis complètement sereine par rapport à Eleanor. D'accord. Hein, ça y est. Mais c'est un épisode qui a dû quand même sacrément vous secouer. Ça vous a pas vacciné à vie contre toute idée de nouvelle grossesse, nouveau bébé? Si, c'est vrai. Peu de temps après Eleanor, je me suis dit, mais j'en aurai plus jamais. Vraiment. Ouais. Et puis en fait, à partir du moment où les choses se sont rééquilibrées et que j'étais de retour en Martinique, c'est quand même la belle vie là-bas, les Antilles, il y a quelque chose avec des petits, en plus il fait quand même chaud, l'eau elle est très... Donc Eleanor, je pense qu'à 4 mois, 5 mois, elle était déjà dans l'eau à 27 degrés, enfin c'était... génial. Et puis j'ai adoré m'occuper d'elle, j'ai adoré le côté bébé qui n'est plus un nourrisson, donc qui n'est pas ultra dépendant des bras. Ouais. Et qu'on peut laisser dans un transat sur son tapis sans... je pense qu'il y a vraiment... c'est ça qui moi m'angoisse chez les nourrissons, c'est que c'est tout petit, on peut pas trop les laisser quand même. Ouais. Et là, elle était rythmée, elle dormait. Et vraiment, j'ai adoré. C'était génial. J'ai adoré. Qu'est-ce qu'elle a été mignonne en plus. Donc, finalement, assez vite, étonnamment, je dirais vers ses 10 mois, enfin peut-être quand elle a fêté ses 1 an, je me suis dit, en fait, je crois que j'ai envie d'en avoir un autre. Et donc le petit deuxième pointe assez vite le bout de son nez. Oui. On a quand même eu envie de faire les choses entre guillemets de manière réglo. Enfin, moi j'avais besoin d'être rassurée d'un point de vue médical. Ouais. Du coup, on est rentré en fait à Toulon. On a fait juste 1 an en Martinique. D'accord. Tanguy aurait pu continuer 1 an de plus. Okay. Et alors au début, moi j'ai vachement associé la dépression à la Martinique. Puis en fait après, quand il y a eu, c'était pas ça. Vous vous êtes dit c'est parce que j'étais toute seule, c'est j'étais vraiment loin. Du coup, ça. Cette fois-ci, vous mettez toutes les chances de votre côté. Exactement. Vous vous dites, on rentre en France. On rentre à Toulon, dans un endroit où je me sens chez moi. Il y aura ma famille. Il y avait encore un petit déni quand même, un tout petit. Je sais pas si c'est un déni. Mais je pense que c'est plus une méconnaissance en fait de ce que c'est que la dépression postpartum, parce que même les médecins que j'ai vus, j'ai vu un médecin qui était en plus un peu spécialisé dans les difficultés maternelles à Toulon. Ah oui. Et lui, en gros, il avait dit, vous allez très bien, allez-y quoi, il y a aucun problème. Si vous voulez lancer un deuxième, il y a pas de problème. D'accord. Et en fait, je pense que de fait c'est vrai. On peut lancer un deuxième ou un troisième si Dieu veut, mais je pense que moi, d'un point de vue physiologique. Il y a quand même vraiment, dans la dépression postpartum, j'ai peur de dire des bêtises, mais allez, 60% qui, moi, est dû à mon corps qui ne supporte pas la chute d'hormones. D'accord. Et en fait, les médecins, ils savent pas trop pourquoi. Il y a des femmes qui sont plus sensibles que d'autres. D'un point de vue hormonal. C'est ça. C'est une tempête hormonale que vous gérez, que votre corps gère pas bien du tout. Pas bien. Ouais. D'accord. Donc là, à propos de Pio, on avait énormément... Enfin, on savait pas encore. Alors Pio, c'est votre petit deuxième. Notre petit deuxième. Exactement. Quand j'apprends que je suis enceinte, on est trop contents. Moi, je suis hyper contente. Et on s'est dit, on va prier pour que les choses se passent bien, parce qu'en fait, il y avait un des prêtres qui nous suivait, qui nous disait, souvent, parfois, vous allez dire, faites que ça se passe bien, mais le bien du Seigneur, c'est pas forcément votre bien auquel vous pensez, vous. Donc du coup, on s'était dit, plutôt que de demander que ça se passe bien, on va demander qu'on accepte les choses comme elles viennent. Qu'on soit capable vraiment d'accueillir le truc. Abandon.
Exactement. Donc, on a vraiment prié pour l'abandon, on a vraiment prié pour que les choses soient faciles pour Eleanor aussi, parce qu'on se disait on a une responsabilité quand même cette petite angoisse, envers cette petite fille qui sera toute petite quand elle avait 2 ans et demi quand il est né. Ouais. Et on a fait une neuvaine, en fait, on a rédigé nous-mêmes une petite prière. Et on a fait une neuvaine tous les deux, à Saint-Joseph, en récitant notre petite prière. Et je pense que ça nous a quand même beaucoup aidés, effectivement, parce que en fait, le truc, on l'a vu venir quand même très vite et on a accepté les choses très vite aussi, en fait. Parce que donc, quand Pio arrive, ça recommence ? Ça recommence. Le côté vraiment matériel de comment être avec un bébé, ça, je ne l'ai plus du tout parce que j'avais déjà eu un enfant, donc j'avais déjà expérimenté les choses. Je suis hyper attendrie. Peut-être moins sous un état de sidération comme je l'avais été pour Eleanor. Je savais pas que c'était un petit garçon. Pareil, on avait gardé la surprise. Je pense que la première et la deuxième journée se passent bien. Et en fait, la deuxième nuit, je recommence à faire des insomnies. C'est la même chose. Je recommence à faire des insomnies. Je recommence à me dire, je vais pas y arriver. En fait, je me rappelle, Eleanor, je me disais, je vais pas arriver à être maman. Et là, pour Pio, je me disais, j'arriverai pas à être maman de 2 enfants. D'accord. En fait, je pouvais être maman de 1, mais pas de 2. D'accord. Moi, je me suis trompée. Oui, pareil, je vais pas y arriver. C'est toujours ça. C'est vraiment ça. Puis là, vous devez encore plus culpabiliser parce que tout le monde vous dit « Ah, c'est génial, un petit garçon, vous avez le choix du roi, une petite fille, et puis maintenant un petit garçon. » Exactement. Et il y a quelque chose d'extrêmement culpabilisant, déjà, de se dire c'est quoi là mon problème ? J'ai des enfants qui sont en bonne santé, il n'y a rien à redire, ils ont leurs 10 doigts de pied, tout est à sa place. Nous, autour de nous, on a des couples en espérance d'enfants et j'ai vraiment, je comprends cette espèce de... Enfin, je pense que c'est une attente qui n'a pas de nom. Enfin, et nous, ils arrivent sans problème. Sans problème. Et qu'est-ce que tu vas nous embêter, Isor, avec tes petites émotions à la mort de Dieu, quoi. Sauf que là, c'est pas des petites émotions, quoi. Non, c'est ça. C'est vraiment autre chose. Et alors là, à la différence de Eleanor, c'est que il y a beaucoup de choses que j'ai cachées pour Eleanor. Là, avec Tanguy, on était hyper connectés. Donc, c'est un mot que je dis beaucoup, connecté, c'est drôle. On a beaucoup partagé. J'ai dit toutes les émotions par lesquelles je passais, je lui ai dit. Et en fait, Pio, j'ai eu des fortes envies suicidaires. Ça, c'était vraiment d'une angoisse telle, en fait, que il faut que ça s'arrête. Et le seul moyen, parce que les gens, en plus je le savais raisonnablement, je savais que pour Eleanor c'était passé, donc je savais que ça pouvait à nouveau s'arrêter et redevenir à la normale pour Pio. Et puis très gentiment, j'avais mes beaux-parents, même Tanguy qui me disait prends patience. Et en fait, dans ces moments-là, dans les pics d'angoisse, en fait, en l'occurrence, la patience, c'est pas possible en fait. Voilà, chaque seconde il faut que ça s'arrête. Intolérable. Il faut que ça s'arrête. Et donc ça, quand même. Je pense qu'on s'est dit pas ouf. Surtout que Tanguy, du coup, il repartait en mer, lui aussi, pareil. Là, cette fois-ci, il a sorti sa cape et son épée. Il a demandé à son commandant s'il vous plaît, est-ce que je peux rester avec ma femme ? Le commandant savait notre situation familiale. Mais le commandant a dit non, j'ai trop besoin de toi. Donc, faut que tu partes quand même. Donc là, ouch, difficile. Mais il avait quand même fait la demande. Donc ça, j'étais contente qu'il ose demander. Et en fait, c'est ma belle-mère qui, normalement, était censée en fait, un peu me gérer, entre guillemets, qui m'a dit, je me sens pas les épaules. Si tu as des envies comme ça, je t'avoue que ça me fait un peu peur. Et en fait, on a vachement prié. Beaucoup prié Padre Pio, justement. Autant pour Eleanor, il y a eu vraiment un côté très subi, parce que je comprenais rien, en fait, à ce qui se passait. Autant là... on a vraiment beaucoup discerné, beaucoup prié avec Tanguy. Et en fait, c'est moi qui me suis dit, je crois qu'il faut que je me fasse hospitaliser. J'ai rappelé la pomme. Retour à la pomme. Retour à la pomme, exactement. Et en fait, c'est là où je me suis dit, la neuvaine qu'on a faite avec Tanguy, elle a eu du sens parce que... Elle a porté son fruit. En fait, il y a eu plein de petits signes que c'était ça qu'il fallait faire, en fait. Il y avait une place. Il y avait une place. Déjà, voilà, c'est ça. Parce que 5 places, c'est pas beaucoup. Hein. C'était une dure décision parce que ça veut dire qu'à nouveau, j'étais séparée d'Eleanor. Là, je me disais, la pauvre, à la naissance, j'ai été séparée d'elle. Puis là, elle n'a rien demandé. Et à nouveau... c'est hyper décourageant de revivre une même épreuve. On se dit qu'on ne va jamais s'en sortir. Quoi. C'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ce que je me disais. En fait, je me disais, mais à nouveau, ce sentiment d'être dépossédée de ma vie.
la vie éclate, quoi. Vraiment, je maîtrise plus rien. Est-ce qu'un jour je viendrai à Toulon? C'est marrant en fait, parce qu'avant d'arriver, j'ai écrit, quand j'étais hospitalisée, j'ai écrit des petits récits et j'ai relu là et je parle d'eux. J'ai l'impression que je vais jamais revenir à Toulon. Je vais jamais retrouver ma maison. C'est une réalité qui n'existe plus en fait. Donc bon, finalement, si, c'est ça qui est le mieux, c'est que j'ai fini par revenir. Ah, génial. Mais sur le moment, voilà, très dur. Très dur, très très dur, mais à nouveau des petits signes qui montrent que ça va bien se passer pour Eleanor, pour elle. Donc vous restez combien de temps là cette fois-ci? 2 mois. 2 mois aussi. 2 mois aussi, et en fait ce qui a un peu poussé la sortie, c'était le Covid, avec le confinement. Ah oui. Sinon vous serez... Je pense que j'aurais peut-être pu rester un petit peu plus, peut-être 2 semaines de plus. Et du coup, juste pile au moment du confinement, là, le premier. Effectivement, je pense que j'ai dû prendre le train le 14 mars pour rentrer à Toulon. Oui. Et 3 jours après. Et 3 jours après, on était à Toulon, quoi. Du coup, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. En fait, une nouvelle fois, c'est un petit signe que l'abandon a du bon. C'est que c'était à la fois très difficile parce que j'étais pas encore totalement rétablie. Remise, ouais. Mais on était à 4, sans possibilité de fuite. Donc dans des des dîners, des copains, des trucs. Oui. Là, on avait juste à être ensemble et c'est tout. Voilà. Bah, c'est génial. Oui, meilleur cadeau qu'on pouvait nous faire. Ouais. En fait. Vous avez vraiment appris à vivre à 4 là, je pense. C'est ça. D'accord. À vous entendre, vous parlez du coup beaucoup de clin d'yeux, de la Providence qui vous a fait signe, même au cœur de la plus noire ténèbre, parce que vous avez connu quand même des moments très 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 durs. Pourtant, dans la dépression, on se sent abandonné de tous, même de Dieu. Vous êtes jamais senti abandonné de Dieu? Non. Pour Eleanor, je me suis pas du tout sentie abandonnée de Dieu. J'ai reçu le sacrement des malades. Il y a quand même eu... Enfin, j'étais régulière j'allais à la messe, voilà. Mais j'étais vraiment, je pense, ce que je disais, je subissais plus que je vivais les choses. Donc c'était un peu... pas du tout de sentiment de colère, mais voilà, je prenais les choses comme elles venaient. Là, pour Pio, c'était beaucoup... J'ai vraiment eu une forte expérience spirituelle de cette dépression. Parce que j'ai énormément prié, mais peut-être comme on a beaucoup besoin de la prière quand on est dans une épreuve. Là, je me suis vraiment raccrochée à ça, quoi. C'était et en fait, j'ai vraiment découvert que la solitude, l'abandon, vraiment, c'est ce noir sentiment de. Et en fait, le Christ, il l'a ressenti, quoi. On a un Dieu qui a souffert. Et je me suis... En fait, j'ai vraiment... Je sais, ça se trouve, c'est hyper présomptueux ce que je veux dire, mais j'ai l'impression d'avoir effleuré un tout petit peu le bois de la croix. Dans cette solitude, j'ai vachement pensé à Jésus crucifié, au fait qu'il était seul. Ses amis sont partis. C'est Pierre qui lui avait dit « je te suivrai ». Enfin, il est génial. Et au final, il n'était pas là. Ah, vraiment, j'ai touché une certaine réalité du Christ souffrant. Enfin, voilà, peut-être que c'est très présomptueux. Non, ça fait vraiment beaucoup penser effectivement votre situation à la déréliction du Christ, voilà, seul, abandonné, privé de tout secours en fait. Oui. Et qui crie vers Dieu. Qui crie vers Dieu. Et alors, j'ai beaucoup pensé au Christ à Gethsémani qui pleure et qui pleure. Je pensais au film de Mel Gibson où il me semble qu'il pleure des larmes de sang, mais je suis pas sûre. Mais c'est cette scène où il pleure au pied des oliviers. Il a de la sueur de sang tellement il angoisse. De la sueur de sang, c'est ça. Et mon âme est triste à en mourir. C'est vraiment une phrase auquel parce que j'ai eu envie de mourir de fait pour Pio, beaucoup plus. Eleanor quasiment pas. Là, j'ai vraiment eu. C'est très mystérieux quand même, alors que je connais la valeur de la vie et je crois en la vie. Et là, mon âme est triste à en mourir et j'y pensais et je me disais, en fait, il a traversé ça, en fait. Donc non, vraiment, il y a eu peut-être un moment à la fin, entre guillemets, quand j'étais rentrée à Toulon et que ça durait un peu. J'étais genre, bon, quand est-ce que ça s'arrête? Mais c'était pas vraiment de la colère, c'était plus, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi, en fait? Quand je trouvais que ça durait un peu longtemps, mais non, je me suis jamais sentie abandonnée.
Votre foi a dû être complètement transformée par cette expérience. Ouais, vraiment beaucoup. Ouais, vraiment, beaucoup. Je suis convaincue que, en tout cas, et avec Tanguy aussi, on se dit que désormais, on aimerait beaucoup vivre notre vie familiale en s'abandonnant, en fait. Je crois que c'est vraiment la clé de notre vie spirituelle, ce serait de s'abandonner encore plus, en fait. De laisser nous guider, en fait. Vraiment, juste d'être des instruments, d'être des objets de sa puissance, quoi. Parce que du coup, vous avez vu que l'abandon, c'était la clé en fait pour se sortir de. Oui, et c'est marrant, je pense là, j'ai relisé dans mon petit cahier justement. Et je me rappelle donc d'une fois, je raconte où après la naissance de Pio, je sors dans la rue avec lui, je crois, je fais une petite promenade. Et tout d'un coup, je suis vraiment saisie d'angoisse. Mais c'est vraiment mystérieux, les angoisses, quand même, en fait. Tout d'un coup, une panique à bord. J'ai peur du monde, j'ai peur de tout. J'ai peur des gens dans la rue. Et je savais qu'il y avait une église pas très loin. Donc, je vais dans l'église. Et je me dis, il faut que j'ai un signe de... qu'est-ce que le Seigneur attend de moi, en fait. Il faut que j'ai un signe. Je voulais qu'il me dise tu dois rester 2 mois dans cet hôpital et tu sortiras. J'avais envie d'avoir un plan, en fait, bien défini de ce qu'il fallait que je fasse. Et donc j'arrive dans l'église et là je cherche en vain un Magnificat, une Bible. Il n'y a rien, il n'y a même pas de feuilles de prière, rien. Et je suis en train de dire donnez-moi un signe. Rien. Bon, j'allume une petite bougie et puis je rentre du coup parce que je me disais qu'il fallait mieux que j'aille me mettre en sécurité entre guillemets au sein de l'hôpital. Et puis après, direct en arrivant, j'ouvre mon Magnificat et là, je regarde l'évangile et c'était arrêtez de demander des signes. Faut que je le retrouve le truc, mais c'était génial. Mais non, arrêtez de demander des signes. Mais le Seigneur a quand même beaucoup d'humour. Exactement. Et c'est vraiment ce que je me suis dit. Et il dit en ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Et là, vraiment, je me suis dit « C'est une blague ». Et en même temps, j'ai quand même trouvé ça drôle. Et j'étais là, mais là, j'ai pas trop d'humour, en fait. C'est pas trop le moment. Mais donc, je me suis dit, c'est quand même... Parce que c'est vraiment ce mot-là. Dans ma tête, je demandais vraiment un signe. Donnez-moi un signe et tout. Et après, le commentaire, parce que dans le Magnificat, il proposait des commentaires. Il y a un petit commentaire. C'était un commentaire de Padre Pio. Non, déjà. Si. Génial. Et le commentaire, c'est croire même dans l'obscurité. Ah, et en gros, c'est tout un commentaire où il dit... il parle des ténèbres. Les ténèbres de l'épreuve accablent le ciel de votre âme, mais elles sont lumière. Et en fait, c'est drôle parce que cette dépression de Pio, je l'ai vraiment... La comparaison avec les ténèbres, le noir, la lumière, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup porté. Et là, le texte du commentaire de cet évangile, c'est tout un texte sur la lumière, sur l'obscurité, sur la foi dans l'épreuve. Et là, je me suis dit, il est génial. Il me met un énorme coup de massue en me disant, t'auras pas de signe. Et en fait, une seconde après, il m'en donne un. J'ai adoré. Vraiment, je me suis dit, oh, c'est un truc de dingue. Ça vient du ciel. C'est ah obligé. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Padre Pio, on a prié Padre Pio pendant les 2 mois d'hospitalisation. Ah, c'est trop marrant quand même. Vous m'avez dit au téléphone cette phrase incroyable et difficile à comprendre. Si c'était à refaire, je le referais. Ouais. Oui, je le redis, je répète, je réitère. Alors déjà parce qu'il y a eu 2 enfants que je changerais pour rien au monde. Et ensuite, je trouve que je préfère la version de ma version après les dépressions que ma version avant. Je sais pas comment dire. Vous préférez maintenant ? Je me préfère maintenant en fait. Ouais. Vous êtes devenue comment ? Je pense que j'avais beaucoup d'idées préconçues sur la vie, sur la manière dont je devais gérer les choses. J'aime beaucoup cocher des cases. Ah bon ? Voilà. Et en fait, j'ai compris que c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Et peut-être que, en fait, il y a tout un rapport à la souffrance. Après, de toute façon, chaque souffrance est différente, mais vraiment la faille, la fragilité, la souffrance. En
en fait, je suis contente d'y avoir eu un petit peu accès. Parce que je trouve que peut-être que ça permet de mieux comprendre les autres ou de mieux les aimer. Et voilà, déjà, il y a ça, vraiment. Et ensuite, j'ai rencontré d'autres mamans. J'ai été dans l'univers de la psychiatrie. C'est un drôle d'univers quand même. Je pense que c'est à la fois fascinant parce qu'on touche du doigt la fragilité psychologique. C'est quand même... c'est très mystérieux. Et j'ai rencontré d'autres gens, d'autres mamans que je n'aurais jamais rencontrées dans ma petite vie bien rangée, bien jolie. Et je suis extrêmement heureuse d'avoir rencontré ces gens. Je pense que la seule chose que je pourrais faire, si c'était possible, entre guillemets, si c'était à revivre, j'aimerais juste qu'il y ait la Isor de 2018 et la Isor de 2021 qui viennent me voir dans ma chambre et qui viennent me dire « ça va passer ». Et c'est tout. Voilà. Juste quand même... voilà, t'inquiète pas, ça va passer. Alors, est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans votre épreuve, qui vous a aidé à la traverser, que vous voudriez nous recommander ? Est-ce que vous avez pu lire ? Oui, alors il y a plusieurs choses. Pour Eleanor, il y a un livre de Alessandra Sublette, qui est une animatrice de télévision. Oui. Et elle a écrit « T'as le blues, baby ». Et elle raconte... Alors, elle utilise vraiment le terme « baby blues », mais donc c'est un petit peu plus léger que la dépression. Mais il est hyper drôle. J'ai ri. En fait, vraiment, ça m'a fait rire. Elle est, le meilleur médicament. Exactement. Elle est ultra déculpabilisante. Elle raconte en fait son expérience après la naissance de son enfant aîné. Et c'était pas très facile quand même non plus pour elle. Et alors, c'est beaucoup moins dramatique, entre guillemets, que la dépression postpartum, mais vraiment, j'ai vraiment ri. Je l'ai offert à une amie qui avait aussi des petites difficultés. Elle m'a dit, j'ai adoré. D'accord, super ouvrage à mettre sur sa table de chevet de maternité. Après, il y a aussi, pour Pio, je pense, c'est vraiment les psaumes. J'ai trouvé que les psaumes, j'ai découvert, et c'est vraiment des cris de détresse, en fait. C'est des cris de détresse, des cris de colère. Il y a beaucoup de métaphores avec la tempête, avec la nuit, et c'est aussi c'est quelqu'un qui crie et qui attend le salut, et qui viendra que de Dieu, en fait. Et ça, c'est beau. Et après, moi, j'aimerais bien écrire un livre. C'est vrai. Donc peut-être que le prochain livre, ça sera le mien. Qui sait ? C'est ça. D'accord, pour raconter votre expérience. Ouais, c'est ça, j'aimerais bien. Je me dis, justement, parce qu'en fait, quand même, après la naissance d'Eleanor, j'avais cherché d'autres témoignages. Et il n'y en a pas beaucoup. Sur la dépression postpartum. En tout cas, les témoignages écrits, vraiment. Oui, justement, est-ce que vous auriez des conseils à donner à des mamans qui nous écouteraient peut-être et qui seraient dans le dur de cette dépression postpartum que vous avez connue ? Alors, la première chose que je leur dirais, j'ai réfléchi justement à ce que je leur dirais, ça va passer. Vraiment. Donc cette phrase qui, moi, à la fois m'agaçait, mais qui est très juste, c'est « prends patience ». Je pense que la dépression, c'est vraiment une école de la patience. C'est une école du présent, jour après jour. On est vachement dans l'anticipation, mais en fait, ça sert à rien. On ne peut pas anticiper parce qu'on ne maîtrise pas ses émotions, justement, les hormones. Donc, surtout, prends patience, ça va passer. En revanche, il faut se faire aider. Ne pas rester seul. Non, ne pas rester seul. Donc déjà, pour moi, il y a la parole qui est le plus grand pas. Je suis convaincue, je ne sais pas du tout si j'ai raison, ça se trouve les psychologues et les psychiatres me diront non, n'importe quoi, mais moi je suis convaincue qu'en disant les choses, juste là, mon enfant il m'oppresse en fait. Là, je crois que je l'aime pas, ou même sans même ça, en fait, j'y arrive pas. Juste mettre des mots dessus. J'ai l'impression qu'il y a une partie de la guérison qui est déjà en fait en route, quoi, en marche. Et après, je pense quand même qu'un chemin thérapeutique avec des médicaments, sans forcément, c'est pas une obligation. Moi, ça m'a aidée, ça c'est sûr et certain. Parce que je suis quand même allée très loin dans la nuit. Il faut se faire aider, il faut se faire accompagner. Je vous ai demandé de venir aussi avec votre prière préférée. Quelle est-elle et pouvez-vous nous la lire ? Alors, c'est une prière que le prêtre, mon père spirituel, m'avait envoyée pour après la naissance de Pio, l'hospitalisation pour Pio. Et lui, il avait fait un burn-out quand il était séminariste. Et donc, du coup, il connaissait quand même les affres un peu de la dépression. Et c'est une prière qui s'appelle « Douce lumière ». Et c'est une prière du cardinal Newman.
Et ça correspond complètement à cette image que moi j'avais dans la tête de la nuit, des ténèbres. Et je l'aime énormément. Alors, douce lumière. Conduisez-moi, douce lumière, au milieu des ténèbres qui m'encerclent. La nuit est noire, je suis loin de la maison. Conduisez-moi, gardez mes pas. Je ne vous demande pas de voir loin, là où mes pas me mèneront. Un seul pas à la fois, c'est bien assez pour moi. Amen. Amen. Elle est toute courte, mais très, très juste. Très juste. J'aime vraiment beaucoup parce que il y a le côté justement ténèbres qui encercle. Et en même temps, il y a vraiment l'abandon. Un seul pas à la fois. C'est jour après jour. Ça, c'est vraiment la clé, je pense, quand même. Et ma toute dernière question, c'est si vous aviez le Seigneur en face de vous à ce moment-là, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis des épreuves, de ces dépressions que vous avez traversées ? J'espère que j'ai bien fait ce que vous vouliez. Là, je pense que déjà, je me jetterai à ses pieds. Et ensuite, c'est ça. J'espère que c'était bien ce que vous attendiez de moi, en fait. Merci beaucoup, Isor, pour ce très beau témoignage. Je vous en prie. Merci de nous avoir écoutés. J'ai été très heureuse de recevoir Isor Armanet et je la remercie pour ce témoignage sans phare et humble sur une réalité encore trop méconnue, la dépression postpartum. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés dans leur chemin de foi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les podcasts de FC. Si vous avez aimé ce témoignage, découvrez chaque semaine une rencontre avec un témoin touché par la grâce dans le magazine Famille chrétienne. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à dans 15 jours pour un nouvel épisode.